Mesdames, Messieurs, bonjour. Mardi dernier, le peuple américain s'est exprimé à nouveau à travers les élections de mi-mandat, infligeant à son président Barack Obama et sa famille politique, les démocrates, une déculottée. Certains observateurs parlent de la fin de l'état de grâce pour Barack Hussein Obama, premier noir américain triomphalement porté à la tête de la première puissance mondiale. N'empêche, même s'il suscite de moins en moins l'espoir des Américains, le centre du fameux Yes Weekend continue de faire rêver outre-Atlantique, tout au moins ici au Bénin, un petit pays de l'Afrique de l'Ouest. Il fait rêver beaucoup de jeunes béninois, notamment Irénée Agossa, pour qui désormais tout est possible grâce à l'audace. Cette conviction, l'ancien conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, RAC, l'exprime mieux à travers les idéaux de son mouvement, le nationaliste, le mouvement des audacieux. Pour lui, en effet, il faut, grâce à l'audace, faire en sorte que chaque Béninoise et chaque Béninois trouve son compte en fonction de son utilité. En tout cas, Irénée Agossa y croit. Yes, I believe, clame-t-il. Mais au-delà de vos rêves, de vos ambitions, les téléspectateurs veulent surtout connaître le point de vue du nationaliste sur certains sujets brûlants de l'actualité nationale. Vous nous direz certainement avec audace, je l'espère, dans un instant, la position de votre mouvement sur l'échiquier politique national, puisque désormais, Irénée Agossa, il est bien difficile de vous situer et d'identifier vos nouveaux centres d'intérêt. J'animerai cette émission avec Léandre Dossou qui remplace au pied levé Rodrigue Azilongbe. Rodrigue Azilongbe qui nous suit depuis Parakou à l'instar des auditeurs de Fraternité FM et Candy FM émettant dans la ville éponyme, dans le septentrion, de même que les nombreux téléspectateurs qui nous suivent d'un peu partout dans le monde grâce aux satellites. Irénée Agossa, bonjour. Bonjour. Léon Dossou, bonjour à vous. Bonjour André Dossa, Irénée Agossa, bonjour. Bonjour. Je vais démarrer par une question toute banale, une question qui est relative à ce qui fait la une de l'actualité au Bénin depuis des jours, depuis des semaines. C'est la question de la LEPI. Alors Irénée Agossa, est-ce que vous avez déjà fait enregistrer vos données biométriques? Oui, je l'ai fait en tant que citoyen, je l'ai fait, je porte sur moi régulièrement. Je pense que en venant ici, j'ai eu l'idée que certainement cette question viendra. Je l'ai sur moi, donc je me suis fait enregistrer dans mon quartier, donc c'est fait. Vous n'avez pas eu de difficulté à le faire, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, ça prend du temps puisque je l'ai chronométré, bon, une vingtaine de minutes pour une personne, ils sont à une moyenne par jour de 80 personnes, donc c'est à un rythme assez lent, compte tenu bien sûr du processus mis en place. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes une personnalité assez connue qu'on vous a facilité la tâche aussi? Je ne saurais le dire, mais je pense qu'ils me connaissent. Et on bénéficie quelquefois, bien sûr, de ces faveurs si on vient à ces lieux. Mais je n'ai pas eu certainement d'avantage particulier. Mais je crois bien que quand j'étais là pour prendre la photo, ceux qui étaient devant moi, comme ça se fait en Afrique, et certains étant, bien sûr, mes militants, m'ont permis d'aller plus vite que les autres. Vous arrivez à identifier vos militants dans les foules à Cotonou. Irénée Agossa, ce n'est pas que je les identifie, je les connais et c'est eux qui se manifestent. Vous les avez retrouvés fortuitement sur les lieux de l'enrôlement. Alors vous qui vous êtes déjà fait enrôler par les opérateurs KIT, comment appréciez-vous ce que vous avez vécu et à l'aune des protestations, des dénonciations, mais aussi des soutiens auxquels nous assistons depuis un moment par rapport à la LEPI? Oui, pour poser la question concernant la LEPI, il faut aller un peu plus loin. Parce que c'est une question liée, bien sûr, à la gouvernance démocratique dans notre pays. La gouvernance démocratique qui est fondée essentiellement sur ce rapport de confiance entre ceux qui ont été élus et ceux qui ont élu. Et dans notre pays, vous savez que deux institutions reçoivent vraiment cette confiance. Il s'agit du chef de l'État et du Parlement. Donc, le capital confiance se trouve entre ces deux institutions et le peuple. Vous voyez ce qui se passe, et dès qu'il y a rupture de cette confiance, c'est que vous avez une série de crises. Une série de crises. L'une de ces crises, aujourd'hui, c'est la question de la LEPI. C'est la question de la LEPI. Cette mauvaise gouvernance démocratique a fait en sorte que, au niveau du Parlement, l'inversion de la majorité a créé un autre aspect
de la gestion de la LEPI. Et du coup, il est perçu aujourd'hui que la LEPI est là pour favoriser le chef de l'État à être élu et que la LEPI est là pour défavoriser les autres qui ont repris la majorité au Parlement à ne pas être élus. Nous sortons totalement du champ du développement de ce que c'est que la LEPI. Et cela est dû au fait... Les deux camps, vous vous situez où? Cela est dû au fait qu'il y ait une mauvaise gouvernance démocratique. Je peux vous dire que la LEPI est un bon instrument, mais j'insiste et je le dis partout. La meilleure des lois n'est pas celle la mieux rédigée. La meilleure des lois est celle qui est acceptée par tous les acteurs. Je donne toujours l'exemple du football. Le football n'est pas géré par une meilleure loi, certainement, non. Mais il est connu et accepté par tous que dès que le but est marqué et que l'arbitre l'accepte, c'est validé. C'est validé. Ça veut dire simplement dans ce monde, la meilleure des lois n'est pas la mieux rédigée. La meilleure des lois dépend essentiellement des acteurs. Ici, c'est le gros défaut de la LEPI. Les acteurs ne s'entendent pas. Parce que vous venez de dire là qu'il y a des marches pour et des marches contre. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Donc, la LEPI, dans ce contexte, n'est plus un instrument de développement, mais c'est un instrument de déstabilisation de la cohésion sociale et de la stabilité politique. Donc, il faut alors revoir rapidement ce qu'il faut faire. Il faut rapidement penser ce qu'on doit faire par rapport à 2011. Parce que la LEPI, telle qu'elle est aujourd'hui, pose des problèmes par rapport à 2011. Or, la LEPI, dans son ensemble, instrument de développement, ne peut pas être collé nécessairement à l'échéance de 2011. Si ça ne tient pas, on évolue. Alors, si ça tient, on est là. Mais actuellement, je pense que les prévisions faites par ceux qui gèrent la LEPI doivent connaître quelques modifications. À mon humble avis, ne serait-ce que par rapport au phénomène naturel de l'inondation, les intempéries. Si vous avez un chronogramme cohérent et qu'il y a eu l'imprévu, bien sûr, qui ne dépend ni de vous ni des instruments, et que ça dépend de la nature, je pense qu'on ne peut plus rester dans le même cadre chronologique établi avant cet événement. Surtout que sur le plan international, nous avons déclaré notre pays sinistré. Nous ne pouvons pas certainement... Le pape Benoît XVI, tout le monde sur le plan international. Et même quand même nous voyageons, nous parlons de notre pays qui est sinistré. Ça veut dire simplement que cet instrument de développement va connaître dans la mise en œuvre quelques retards dans tel ou tel domaine. Il est normal qu'on tienne compte de ça et qu'on ne polémique pas et qu'on aille très vite au consensus. Très vite au consensus. Mais aujourd'hui, à l'allure où vont les choses, René Agossa, vous avez le superviseur de la CPS LEPI, l'honorable Arif Harry Bako, qui clame partout, ne serait-ce que pour calmer les contre, ne serait-ce que pour calmer les opposants qui demandent l'arrêt, qu'aucune loi n'a demandé qu'on réalise la LEPI pour l'échéance 2011. Mais au même moment, on sent en lui une certaine accélération, on sent qu'on se presse un peu pour réaliser la LEPI. On a lancé l'opération dans le plateau, une localité pratiquement totalement inondée. L'opération n'est pas allée à son terme, on est venu dans l'Atlantique littoral, ce n'est pas fini. On vient de lancer dans le Monokoufo, dont les localités sont également inondées. Alors, comment est-ce que vous appréciez cette démarche de la CPS LEPI par rapport aux analyses que vous faites? Je crois que c'est normal, M. Bako est en train de jouer son rôle. Il veut atteindre un objectif. C'est normal. Lequel, selon vous? Réaliser la LEPI. Je pense seulement à ça, puisqu'il dit qu'aucune loi ne l'a obligé à réaliser la LEPI pour 2011. Ça, c'est cohérent. Mais cela ne veut pas dire qu'il va rester dans une situation d'inaction par rapport à la réalisation. Il faut qu'on aille vite, bien sûr, mais il ne faut pas qu'on se précipite par rapport à une date. Moi, je suis totalement d'accord pour ça. Mais l'autre chose... Tel que ça se passe, est-ce qu'on n'a pas raison, on n'aurait pas raison d'estimer qu'on est en train de réaliser cette LEPI pour 2011, puisqu'on parle d'imperfection, on parle de défaillance, et l'opposition, par exemple, réclame, demande qu'on ramène la balle à terre et qu'on réévalue le processus
Mais malgré cela, ça se poursuit. Est-ce que quelque part, est-ce qu'on n'aura pas raison d'accuser le superviseur général de vouloir fabriquer un instrument qui n'arrangerait qu'un seul camp, par exemple? Non, je pense bien qu'il ne pourra pas. Il ne pourra pas le faire, d'autant plus que les autres, et bien sûr nous-mêmes en tant que nationalistes, nous allons nous battre contre un instrument erroné. Ça, parce que ça c'est des milliards de dépenses, ça fait une perte de temps et c'est dangereux même pour demain. Donc nous n'allons pas permettre cela. Bako, je le respecte beaucoup, c'est un bon ami, mais je crois qu'il ne pourra pas alors conduire le peuple à la mer. On le fera à la révolution. C'est rien du tout ça, on le fera à la révolution. Donc personne n'a intérêt, ni lui, ni le gouvernement, ni le Parlement. Personne n'a intérêt que cet instrument ne serve à rien du tout. Donc aujourd'hui, nous restons dans la logique de cet instrument qui est un instrument de développement. Mais ce qui est important, ce qui fait qu'on perçoit la chose ainsi, c'est le rôle du chef de l'État dans ce système qui n'est pas clair. Le chef de l'État, constatant déjà la rupture de cette confiance dans la gouvernance démocratique, doit savoir qu'il y a une chose qui importe en matière de gestion démocratique, le dialogue. Vous ne pouvez jamais dans un processus démocratique rompre avec le dialogue. S'il y a rupture du dialogue, vous entrez dans un système dictatorial. Est-ce que vous avez suivi au cours de sa dernière Vous ne pouvez pas arrêter le dialogue. Le dialogue ne se fait pas avec les émigrants. Le dialogue ne se fait pas avec les femmes de Tokpa. Le dialogue ne se fait pas avec les populations de Savalou, ni de citoyens. Non, je vous dis, le dialogue ne se fait pas par là. C'est une autre forme de dialogue, ça. Le dialogue dont on parle se fait avec les structures désignées par ces populations pour un mandat. Nous sommes dans un processus démocratique. Les représentants, à Cotonou, si les immigrants aimaient tant le chef de l'État, ils allaient lui donner tous les députés de Cotonou. Vous pensez que si nous allons aux élections législatives aujourd'hui, que le chef de l'État aura tous les députés de Cotonou? C'est faux. Vous avez ça veut dire que je me fonde simplement sur les élections passées. Il a été en campagne ici. Il n'a pas eu les députés entiers. Il n'a pas eu la majorité. Il n'a pas eu la majorité de Cotonou. On ne peut pas renverser les choses tant qu'il n'y a pas encore une autre élection. C'est le principe démocratique. Le chef de l'État appelle simplement les partis politiques.